La modeste femme de ménage voulait seulement payer ses factures en retard. Le millionnaire avait besoin d'une épouse pour ne pas tout perdre, mais lorsqu'elle enfila cette tenue simple, il en eut le souffle coupé. Le contrat devint passion et l'improbable se transforma en amour. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Le soleil couchant dorait l'horizon de l'avenue des Champs-Élysées lorsque Raphaël Delacroix, 35 ans, termina une nouvelle réunion du conseil d'administration dans son penthouse professionnel. L'emblématique PDG de Delacroix Tech, la plus grande entreprise technologique de France, congédia ses cadres avec sa froideur habituelle. Enfin seul, il desserra sa cravate italienne et contempla l'empire qu'il avait construit en un temps record, 50 étages de verre et d'acier qui rivalisaient avec les plus grandes entreprises du monde, employant plus de 5000 personnes et responsable de 30% des exportations technologiques nationales. Raphaël téléphone, annonça Christine, sa secrétaire, pour la 20e fois ce jour-là. C'est le docteur Mendes. Il dit que c'est urgent. Raphaël respira profondément. Il savait exactement de quoi il s'agissait. Cela faisait 3 jours que sa grand-mère, Madame Céline Delacroix, la matriarche de la famille et sa seule référence d'affection authentique, avait quitté ce monde. En tant qu'avocat de la famille depuis des décennies, Mendes était le porteur des dernières volontés de la dame qu'il avait pratiquement élevée après l'abandon de ses parents. « Raphaël, nous devons discuter en personne du testament de Madame Céline, dit l'avocat d'une voix grave quand il répondit. Il y a une clause spécifique qui requiert une attention immédiate. 2 heures plus tard, dans le cabinet d'avocat du Marais, le jeune milliardaire écoutait incrédule les paroles du docteur Mendes, tandis qu'une pluie fine commençait à embuer la vue panoramique de la ville. Votre grand-mère a stipulé que, si vous n'êtes pas légalement marié avant vos 36 ans, vous perdrez le contrôle majoritaire de Delacroix Tech et 70% de l'héritage qui finance les projets de la Fondation Céline Delacroix. C'est une sorte de plaisanterie? Raphaël se leva, son visage habituellement contrôlé, maintenant déformé par l'indignation. Ma grand-mère a consacré sa vie à m'enseigner les affaires, à construire cet empire. Pourquoi ferait-elle cela maintenant? Dr Mendes ajusta ses lunettes et sortit une enveloppe scellée de son tiroir. Elle a laissé ceci pour vous. Elle a demandé que vous le lisiez quand nous discuterions de cette partie du testament. Les mains légèrement tremblantes, Raphaël ouvrit l'enveloppe. L'écriture soignée de sa grand-mère, qui lui avait tant manqué pendant son enfance quand elle voyageait pour affaires, mais qui revenait toujours avec des histoires et des cadeaux, lui noua la gorge. Mon cher Raphaël, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là pour te voir grandir davantage. Je sais que ma dernière exigence te paraîtra cruelle, mais crois-moi, il ne s'agit pas de contrôle ou de manipulation. Ton grand-père François était un homme brillant en affaires, mais la solitude l'a consumé de l'intérieur. Il a confondu pouvoir et bonheur, et il est mort sans jamais avoir connu ce que c'est que de partager sa vie. Je ne veux pas cela pour toi. L'empire que nous avons construit ensemble n'aura de sens que s'il y a une vraie vie dedans. Je ne te demande pas un mariage quelconque, par convenance. Je te demande de t'ouvrir à de réelles possibilités. C'est pourquoi j'ai stipulé cette clause, non comme punition, mais comme dernier cadeau, avec un amour éternel, grand-mère Céline. Raphaël plia lentement la lettre, les yeux fixés sur l'horizon parisien où les lumières commençaient à ponctuer l'obscurité grandissante. Combien de temps ai-je? Votre 36e anniversaire est dans exactement 6 mois. Vous devez être marié d'ici là. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle concernant la clause se répandit dans les cercles internes de l'entreprise. Bientôt, la routine de Raphaël fut envahie par des insinuations, des invitations et des manœuvres diverses. Les filles de cadres apparaissaient sans rendez-vous. Les dîners d'affaires se transformaient mystérieusement en rencontres avec des nièces d'hommes politiques influents. Même les actionnaires suggéraient directement des candidates adaptées au profil de Delacroix Tech. Pendant un déjeuner, avec son directeur financier, Charles Mercier, dans le luxueux restaurant au sommet du siège social, Raphaël se confia. « C'est grotesque. Tout d'un coup, je suis traité comme une sorte de prince médiéval qui a besoin d'une épouse. Hier, la fille du ministre de la Science et de la Technologie
s'est pratiquement offerte comme sacrifice entrepreneurial. Charles, l'un des rares qui connaissait Raphaël depuis la faculté, rit discrètement. Bienvenue dans le monde des intérêts. Croisez, mon ami. Mais voyez le bon côté. Vous avez des options, beaucoup d'options. Des options vides, coupa Raphaël, observant la ville en bas. Des personnes qui voient un poste, pas une personne. Tu sais ce que toutes ces femmes ont. En commun, Charles, elles savent déjà exactement comment elles décoreraient ma maison, comment elles géreraient mon agenda social, comment elles utiliseraient le nom de la Croix. Aucune n'a demandé ce que j'aime faire durant les rares matinées libres ou quel type de musique m'apaise après une journée difficile. Son ami observa Raphaël avec curiosité. C'était la première fois en années qu'il l'entendait exprimer quelque chose d'aussi personnel. Depuis qu'il avait pris la direction totale de l'entreprise à 29 ans, Raphaël était devenu presque une entité, le cadre parfait, le stratège impeccable, le leader visionnaire. Peu se souvenaient que derrière le succès entrepreneurial, il y avait un homme qui avait grandi pratiquement seul, avec des parents absents et une grand-mère qui, malgré son amour, était souvent immergée dans les affaires. « Peut-être que ta grand-mère avait raison », risqua Charles. « Peut-être avons-nous tous besoin de quelque chose au-delà des rapports et des actions. » Raphaël ne répondit pas. Son regard capta, à travers la vitre qui séparait le restaurant de la zone de service, une scène inhabituelle. Une jeune femme vêtue de l'uniforme discret de l'équipe de nettoyage aidait un serveur qui avait renversé un plateau. Alors que d'autres employés passaient au pressé, elle s'était baissée, ramassant les débris avec une tranquillité presque hypnotique, disant quelque chose qui fit sourire avec soulagement le serveur nerveux. Il y avait une dignité dans ces gestes simples qui contrastait profondément avec tout le théâtre social dont il avait été témoin ces dernières semaines. « Qui est cet employé ?» demanda-t-il, plus pour lui-même que pour Charles. Le directeur financier suivit son regard, confus. « Laquelle ? L'équipe de nettoyage ? Celle qui aide le serveur. Je n'en ai aucune idée. Probablement une sous-traitante. Pourquoi ?» Raphaël détourna le regard, revenant à son assiette. « Pour rien. J'observe simplement comment certaines personnes résolvent des problèmes sans les transformer en drames. » Ce soir-là, dans son penthouse à Neuilly-sur-Seine, Raphaël ouvrit la fenêtre pour sentir la brise tiède de Paris. 6 mois. En 6 mois, il pourrait perdre non seulement le contrôle de l'entreprise qu'il avait construite, mais aussi le financement des projets sociaux de la Fondation Céline, des initiatives d'inclusion numérique qui apportaient technologie et éducation aux communautés périphériques de toute la France. Ironiquement, ces projets étaient la seule partie de son empire dont il ressentait une véritable fierté personnelle. Non pas pour le retour d'image, mais pour une promesse faite à sa grand-mère des années auparavant, lorsqu'ils avaient visité ensemble une école sans ordinateur dans un petit village de Normandie. À l'horizon, les lumières de la ville semblaient floues, ou peut-être étaient-ce ses yeux soudainement humides en se souvenant des mots de la lettre. L'empire que nous avons construit ensemble n'aura de sens que s'il y a une vraie vie dedans. Pour la première fois depuis des années, Raphaël Delacroix réalisa que malgré la direction d'un des plus grands conglomérats technologiques d'Europe, il n'avait aucune idée de ce que signifiait une vraie vie. Béatrice Moreau se réveilla, avant le réveil comme toujours. Le petit appartement à Clichy-sous-Bois était encore sombre quand elle prépara le café et sépara les médicaments de sa mère. Madame Thérèse, allongée dans la chambre voisine, respirait difficilement, même en sommeil profond. Le lupus avancé exigeait des traitements coûteux et constants, des traitements qui consommaient presque tout le salaire de Béa. « Maman, c'est l'heure du médicament », chuchota-t-elle, touchant doucement l'épaule de la dame. Madame Thérèse ouvrit lentement les yeux, un sourire fatigué se formant en voyant sa fille. « Tu pars déjà, ma fleur ? Dans un moment. Le café est prêt et Madame Claudette vient rester avec toi aujourd'hui. Je laisserai le repas dans le micro-ondes, il suffit d'appuyer sur le bouton. » Tout en aidant sa mère à prendre les comprimés, Béa contemplait le visage marqué par le temps et la maladie. À 56 ans, Madame Thérèse paraissait beaucoup plus âgée, le corps usé par des années de travail comme femme de ménage et par la maladie auto-immune qui l'avait forcée à prendre sa retraite prématurément. Mais les yeux, et ceux-là, Béa les reconnaissait, gardèrent toujours la même force qui l'avait élevée seule après l'abandon de son père. «
Tu vas mieux aujourd'hui » demanda-t-elle, caressant les cheveux gris. « Oui, je vais bien » mentit Madame Thérèse, comme elle le faisait toujours, pour ne pas inquiéter sa fille. « La physiothérapie d'hier m'a beaucoup aidé. » Béa savait que ce n'était pas vrai. L'assurance maladie avait refusé la dernière autorisation pour le traitement intensif. Elle devrait faire appel à nouveau un processus épuisant qui exigerait plus d'argent, plus de temps, plus d'énergie qu'elle n'en avait. À 5h30, Béa était déjà à l'arrêt de bus. Elle avait devant elle un voyage de presque 2 heures jusqu'au centre d'affaires de Paris. Elle utilisa ce temps pour continuer le livre qu'elle lisait, un exemplaire usé sur l'anthropologie économique qu'elle avait acheté dans une librairie d'occasion. Diplômée en sciences sociales de la Sorbonne, Béa avait abandonné son master 5 ans plus tôt, quand le diagnostic de sa mère était tombé. À l'époque, elle avait reçu une proposition de bourse pour un doctorat avec possibilité de recherche en Suisse. Tout était resté en suspens. Maintenant, à 32 ans, elle travaillait comme agent d'entretien à la Tour de la Croix, l'imposant édifice siège de la plus grande entreprise technologique du pays. Sa fonction officielle était de nettoyer les étages administratifs, mais sa formation et son intelligence naturelle faisaient d'elle une sorte de joker silencieux. Béa résolvait des problèmes, calmait des crises et, occasionnellement, corrigeait des erreurs grammaticales dans des rapports importants qu'elle trouvait sur les bureaux, petite contribution anonyme que personne n'avait jamais remarqué venir de la femme de ménage. « Bonjour Béa » salua Jérôme, le gardien qui arrivait, toujours à la même heure. « Bonjour, j'ai apporté un gâteau au maïs qui restait de chez moi » répondit-elle, tendant un petit récipient en plastique. « Ah, tu es vraiment un ange » sourit l'homme, gardant le cadeau dans son casier. « Tu as entendu les nouvelles sur le patron ?» Béa leva les sourcils, curieuse. Bien que discrète par nature, l'information était quelque chose qu'elle valorisait toujours. « Quelle nouvelle ? On dit qu'il doit se marier dans 6 mois ou il perd l'entreprise. Quelque chose à propos du testament de sa grand-mère. Tous les cadres sont en effervescence, tirant pratiquement au sort qui va offrir sa fille. Béa sourit, secouant la tête en enregistrant son arrivée. Ça ressemble à un feuilleton, c'est ça. Mais l'histoire circule librement. Hier même, dans la salle de réunion du 48e étage, tout le conseil en discutait. Ils étaient tellement absorbés qu'ils n'ont même pas remarqué que je réparais la climatisation. Il semble que ce soit vraiment vrai. Après avoir rangé ses affaires dans le vestiaire, Béa commença sa routine par le 45e étage. Ironiquement, le même où se trouvait le bureau du PDG, Raphaël Delacroix. Elle ne l'avait jamais rencontré personnellement, bien qu'elle ait nettoyé son bureau des dizaines de fois. Elle travaillait principalement quand les cadres étaient déjà partis, se déplaçant comme une ombre dans les couloirs de pouvoir de l'entreprise. Ce matin-là, cependant, quelque chose de différent se produisit. En passant dans le couloir, principal avec son chariot de nettoyage, Béa vit la porte de la salle de réunion ouverte. Des voix altérées discutaient de stratégie d'affaires. L'une d'elles se distinguait, ferme, contrôlée, mais avec une tension sous-jacente qui captiva son attention. « Je ne sacrifierai pas les projets de la Fondation Céline à cause de spéculations sur le marché. Ces programmes sont non négociables. » Béa ralentit le pas, intriguée par la conviction dans la voix de l'homme. C'était Raphaël Delacroix, réalisa-t-elle, défendant les projets sociaux de l'entreprise contre des coupes proposées par d'autres. « Cadre, Raphaël, sois raisonnable, » disait un autre homme avec un ton condescendant. « Si tu risques vraiment de perdre le contrôle à cause de cette clause folle du testament, nous devons couper les coûts non essentiels maintenant. Tu pourras reprendre la philanthropie plus tard. » « Philanthropie ?» La voix de Raphaël s'éleva légèrement. « Ce que nous faisons n'est pas de la charité, c'est un investissement social. Ces écoles numériques forment la prochaine génération de programmeurs français. C'est notre avenir, pas un caprice. » Béa s'arrêta complètement, oubliant un moment qu'elle ne devrait pas écouter. La défense passionnée des projets sociaux était inattendue venant de l'homme que la presse dépeignait comme un robot d'entreprise. « Le problème majeur reste le délai », intervint une voix féminine. « 6 mois, c'est très peu de temps pour trouver une épouse convenable et s'assurer que le mariage soit considéré légitime aux fins du testament. Je pensais que nous avions déjà décidé pour Diana Cartier. Elle a les connexions politiques et la formation adéquate, commenta un autre cadre.
Il y eut un silence pesant avant que Raphaël ne réponde. Nous n'avons décidé de rien. Concernant ma vie personnelle, et Diana Cartier est plus intéressée à parader avec le nom Delacroix qu'autre chose. Réalisant qu'elle s'était attardée trop longtemps, Béa reprit son chemin, poussant rapidement le chariot loin de la salle. Cependant, la conversation continua à résonner dans son esprit toute la journée. La situation du milliardaire était intrigante, non pas pour le dilemme romantique, mais pour ce qu'elle révélait sur les structures de pouvoir et les vulnérabilités cachées derrière les façades corporatives. Ce soir-là, en rentrant chez elle après son deuxième emploi dans un restaurant du quartier de Belleville, Béa trouva une correspondance qui changerait tout. L'assurance maladie avait définitivement refusé le traitement expérimental qui pourrait améliorer significativement la qualité de vie de sa mère. Elle devrait assumer les coûts intégraux, 68 000 €. Madame Thérèse dormait déjà, quand Béa s'assit à la petite table de la cuisine, calculatrice en main, essayant de trouver une solution mathématique à un problème impossible, même avec 2 emplois, même en vendant le seul bien de valeur qu'elle possédait, la vieille voiture du père qu'elle n'utilisait jamais, elle n'arriverait même pas près du montant nécessaire. Ce fut dans ce moment de désespoir, silencieux, que la conversation entendue le matin revint à son esprit. Un milliardaire qui devait se marier dans 6 mois, une fortune en jeu, des projets sociaux menacés. Béatrice Moreau n'était pas une rêveuse. C'était une stratège survivante, formée non seulement par l'académie, mais par l'école implacable de la nécessité. Avec le calme méthodique qui la caractérisait, elle ouvrit son carnet de notes et commença à écrire. Non pas un appel émotionnel, non pas une lettre de supplication, un plan, une proposition d'affaires. 2 jours plus tard, après avoir minutieusement recherché la routine de Raphaël Delacroix, Béa découvrit qu'il fréquentait seul, tous les mercredis, une librairie spécialisée en œuvres rares dans le vieux centre de Paris. Personne dans l'entreprise ne connaissait cette habitude. C'était son seul moment de vie privée dans la semaine. Le cœur battant, mais le visage composé dans son habituel masque de sérénité, Béa attendit à l'extérieur de la librairie Les Argonautes, ce mercredi-là. Quand Raphaël sortit, un volume de poésie portugaise sous le bras, elle s'approcha avec l'objectivité de quelqu'un qui n'a rien à perdre. « Monsieur Delacroix, je m'appelle Béatrice Moreau. Je travaille dans l'équipe d'entretien de votre immeuble. J'ai une proposition d'affaires qui pourrait résoudre votre problème avec le testament de votre grand-mère. » Raphaël s'arrêta, surpris non seulement par l'approche, mais par la reconnaissance. Peu l'identifierait hors de l'environnement corporatif, sans son traditionnel costume et cravate. « Comment vous… » commença-t-il. Mais Béa l'interrompit gentiment. « L'information est une ressource comme une autre, monsieur Delacroix. Et les personnes comme moi sont souvent invisibles pour les personnes comme vous, ce qui nous permet d'observer beaucoup. » Il y avait quelque chose dans la composition de la femme qui l'intrigua. Elle ne semblait pas nerveuse ou désespérée, comme on pourrait s'y attendre de quelqu'un dans sa position sociale abordant l'un des hommes les plus puissants du pays. Il y avait une dignité presque aristocratique dans son maintien, malgré les vêtements simples et la fatigue évidente sur son visage. « Quel genre de proposition ?» demanda-t-il contre son meilleur jugement. « Une qui résoudra votre problème de temps, garantira le maintien des projets sociaux que vous valorisez et sera complètement discrète et professionnelle. Puis-je expliquer davantage dans un lieu plus approprié ?» Raphaël hésita seulement un moment avant d'indiquer un café discret au bout de la rue. Quelque chose dans l'objectivité de cette femme l'intriguait. Et, comme il l'avait appris dans « Les affaires, parfois les meilleures solutions », venaient des endroits les plus inattendus. Le café. Belvédère était une petite oasis de tranquillité, cachée entre les bâtiments historiques du centre de Paris. Raphaël choisit une table éloignée, près de la fenêtre qui donnait sur une cour intérieure avec un cerisier centenaire. Peu connaissaient cet endroit, l'un de ses refuges quand il avait besoin de réfléchir sans la pression constante de l'entreprise. « Alors, Béatrice Moreau, quelle est exactement votre proposition ?» demanda-t-il dès que le serveur s'éloigna avec leur commande. Un espresso pour lui, une tisane de camomille pour elle. Béa maintint le regard direct, sans intimidation ni soumission. « Vous avez besoin d'une épouse pour satisfaire la clause du testament de votre grand-mère. Je suis disposé à assumer ce rôle temporairement, avec des conditions claires et un accord formel. »
Raphaël ne put contenir un sourire incrédule. « Et qu'est-ce qui vous fait penser que j'envisagerais une telle chose ?»« 3 raisons, répondit Béa, énumérant avec ses doigts. Premièrement, vous êtes harcelé par des candidates motivées, par des intérêts sociaux et financiers évidents, ce qui vous dérange clairement. Deuxièmement, le délai s'épuise et les options conventionnelles semblent de plus en plus insatisfaisantes. Troisièmement, j'offre quelque chose qu'aucune d'elles ne peut offrir, une transparence absolue et l'absence de prétention sociale. » L'entrepreneur étudia la femme en face de lui avec une curiosité croissante. Il y avait une intelligence évidente dans son regard, une articulation précise dans ses mots qui détonnaient complètement, avec l'image initiale d'une simple employée de nettoyage. « Pourquoi feriez-vous cela? Qui gagneriez-vous » demanda-t-il, assumant instinctivement sa posture de négociateur. Béa respira profondément. C'était le moment critique. Ma mère souffre de lupus à un stade avancé. L'assurance maladie a refusé un traitement qui pourrait améliorer significativement sa qualité de vie. Il coûte 78 000 €. De plus, j'ai besoin de stabilité financière pour m'occuper d'elle convenablement dans les années à venir. L'honnêteté crue de la réponse prit Raphaël au dépourvu. Il n'y avait pas de dramatisme, juste l'objectivité brutale de la nécessité. Je comprends. Donc c'est l'argent. C'est la survie, corrigea Béa sans changer de ton. Mais je ne demande pas la charité. J'offre une solution à votre problème en échange d'une solution pour le mien. Un contrat équitable. Le thé et le café arrivèrent, créant une pause dans la conversation tendue. Raphaël observa comment Béa remercia le serveur avec un sourire authentique, le premier qu'elle montrait depuis qu'ils avaient commencé à parler. C'était un petit geste, mais révélateur. « Comment exactement imaginez-vous que cela fonctionnerait » demanda-t-il après une gorgée de café. « Un contrat d'1 an, mariage légal, avec séparation totale des biens. Nous maintiendrions des résidences séparées, mais j'apparaîtrai à des événements sociaux et corporatifs quand nécessaire. À la fin de cette période, divorce discret. Vous gardez votre entreprise et je reçois une somme qui me permet de prendre soin adéquatement de ma mère. Et si je parviens à annuler la clause du testament avant cela, nous pouvons stipuler des clauses de résiliation anticipée. Je suis flexible quant au terme tant que mon objectif principal est atteint. » Raphaël prit une autre gorgée de café, gagnant du temps pour traiter la proposition insolite. Durant ses années d'affaires, il avait participé à des négociations milliardaires, des fusions intercontinentales et des disputes corporatives féroces. Mais jamais quelque chose d'aussi inattendu personnel que cela. Pourquoi vous ferais-je? Confiance. Qu'est-ce qui me garantit que vous n'êtes pas une opportuniste cherchant la célébrité ou une chance d'extorsion future? Béa posa sa tasse de thé sur la table avec soin. Vous avez les ressources pour enquêter sur mon passé. Faites-le. Vous découvrirez que j'ai un master inachevé en anthropologie sociale à la Sorbonne, que j'ai refusé une bourse de doctorat pour m'occuper de ma mère et que je travaille dans 2 emplois depuis 5 ans sans aucun incident. Quant aux médias, j'ai plus à perdre qu'à gagner avec l'exposition. Ma vie fonctionne mieux dans l'ombre. Quelque chose dans la réponse toucha Raphaël. Cette femme avait étudié dans la même université que lui, probablement avec un potentiel académique similaire. Cependant, tandis qu'il construisait un empire, elle nettoyait les couloirs où il passait. Les chemins de la vie et ses privilèges n'avaient jamais semblé si évidents. « Je vais considérer votre proposition, dit-il finalement, mais d'abord je dois vérifier vos informations. »« Compréhensible. »« Voici mon numéro, » répondit Béa, glissant un papier sur la table. « J'attendrai votre contact. » 3 jours plus tard, Raphaël savait tout sur Béatrice Moreau. Son département de sécurité avait compilé un dossier complet. Née en banlieue parisienne, boursière intégrale au lycée privé Saint-Louis, grâce à un programme pour talents exceptionnels, première place au concours d'entrée en sciences sociales à la Sorbonne. 2 articles publiés dans des revues scientifiques, félicités par des professeurs comme un esprit brillant au potentiel extraordinaire. Puis, la rupture, le diagnostic de sa mère, l'abandon de la carrière académique, les emplois multiples, les dettes médicales croissantes, une trajectoire de sacrifice et de dignité. Ce qui impressionna le plus Raphaël, cependant, furent les témoignages recueillis discrètement parmi les employés de la Tour de la Croix. Le personnel de sécurité la décrivait comme un ange silencieux.
Des collègues de travail rapportaient de petits gestes de bonté, comme enseigner les mathématiques au fils d'une femme de ménage pendant les pauses ou couvrir les quarts de travail de collègues ayant des problèmes familiaux sans rien demander en retour. Une femme invisible aux yeux du pouvoir, mais profondément respectée par ses pairs. Dans son appartement de luxe, Raphaël fixait le dossier avec les informations tandis que la pluie battait Paris au dehors. La proposition de Béatrice était logique, pratique et étonnamment, l'option la moins compliquée parmi toutes celles qu'il avait envisagées. Même ainsi, il y avait quelque chose d'inconfortable dans l'idée, non pas à cause de la fausseté de l'arrangement, mais par la nudité crue de la transaction. Un mariage réduit à ses composantes pratiques sans l'illusion romantique que la société exigeait. Ironiquement, cette honnêteté brutale était aussi le plus grand attrait. Avec Béatrice, au moins, il saurait exactement sur quel terrain elle se trouvait. Le lendemain matin, il appela le numéro qu'elle avait laissé. « Pouvons-nous nous rencontrer ce soir pour discuter des termes ?» demanda-t-il sans préambule quand elle répondit. « Oui », répondit Béa avec la même objectivité. « Où et quand ?»« Dans mon appartement. J'enverrai une voiture, mais j'imagine que vous préférez maintenir la discrétion. »« Correct, je passerai à 20h. » Quand la sonnette retentit, ponctuellement à 8h du soir, Raphaël réalisa qu'il était nerveux, une sensation presque oubliée pour quelqu'un habitué à commander des salles pleines de cadres et d'investisseurs. En ouvrant la porte, il trouva Béatrice portant des vêtements simples mais soignés. Un jean foncé, une chemise blanche basique et un blazer bleu marine qui semblait avoir été soigneusement conservé pendant des années. Les cheveux bouclés étaient attachés en un chignon pratique et le seul accessoire était un petit collier avec un pendentif en pierre verte, de la jadéite, reconnut Raphaël. « Bienvenue », dit-il, la conduisant dans le vaste salon avec vue panoramique sur le bois de Boulogne. Béatrice observa l'environnement avec des yeux analytiques, non pas avec éblouissement comme on pourrait s'y attendre, mais avec l'intérêt méthodique de quelqu'un qui étudie un habitat naturel. « J'aime ?»« Votre bibliothèque », commenta-t-elle, indiquant le mur rempli de livres qui occupait tout un côté de la pièce. Montesquieu à côté de Hugo. Intéressante combinaison. Raphaël sourit, authentiquement surpris. « Vous connaissez Montesquieu ?» La corruption de chaque gouvernement commence presque toujours par celle des principes, cita Béa avec naturel. J'ai beaucoup étudié la théorie politique pendant mes années universitaires. Pendant un bref moment, Raphaël entrevit la femme que Béatrice aurait pu être, une universitaire respectée, peut-être une intellectuelle influente. Si le destin n'était pas intervenu avec la maladie de sa mère, c'était une version alternative d'une vie interrompue. J'ai préparé quelques documents à discuter, dit-il, reprenant le focus de la réunion. Mes avocats ont élaboré un contrat préliminaire basé sur les points que vous avez mentionnés. Sur la table basse, il organisa plusieurs dossiers. Voici les termes de l'accord, incluant la compensation financière, le calendrier d'apparition publique et les conditions de confidentialité. Et ici, pointa-t-il vers un autre dossier, se trouve la documentation pour le traitement de votre mère. J'ai déjà pourvu au paiement intégral, indépendamment de votre décision finale sur notre partenariat. Béa regarda le dossier avec le traitement de sa mère, momentanément sans mots. C'était la première fois que Raphaël la voyait vulnérable. « Pourquoi feriez-vous cela sans garantie ?» demanda-t-elle finalement, la voix légèrement plus basse. Raphaël haussa les épaules, soudainement mal à l'aise avec son propre geste. « Disons que c'est un vote de confiance, et peut-être une forme d'équilibre. Vous avez sacrifié votre carrière pour votre mère. Cela démontre du caractère. »« Merci, dit Béa simplement, touchant le dossier avec un soin presque révérencieux. « Mais je préfère que cela fasse partie de l'accord formel. Je ne veux pas d'ambiguïté ou de dettes émotionnelles. » Raphaël acquiesça, respectant sa position. Il y avait une dignité dans le refus de Béatrice d'accepter la charité qui l'impressionnait profondément. Durant les 2 heures suivantes, ils révisèrent chaque détail du contrat. Raphaël fut surpris par la précision analytique avec laquelle Béa examinait chaque clause, suggérant des ajustements et des clarifications avec la compétence d'un avocat d'entreprise. Son intelligence était évidente, tout comme sa détermination à protéger son indépendance au sein de l'accord. « Nous avons un point crucial à discuter, » dit Raphaël après avoir finalisé les aspects financiers. « Pour que le mariage soit considéré valide selon le testament, nous devons paraître un couple authentique,
Cela signifie que nous devrons construire une narration convaincante sur notre relation. Je comprends, répondit Béa, pragmatique. Je suggère quelque chose de simple et vérifiable. Nous pourrions dire que nous nous sommes rencontrés lors d'un événement de la Fondation Céline il y a quelques mois. J'aurais pu y participer comme volontaire. C'est une histoire que peu remettraient en question et qui serait difficile à démentir. Cela pourrait fonctionner, convint Raphaël, mais nous devons encore résoudre la question de la cohabitation. Les avocats de la famille enquêteront certainement sur notre relation. Béa réfléchit un moment. Nous pouvons maintenir des résidences séparées, mais je dois passer suffisamment de temps ici pour créer des preuves de vie commune. Quelques affaires personnelles, des routines établies, une connaissance de vos habitudes personnelles. Il y avait une froideur méthodique dans son approche qui, paradoxalement, rassurait Raphaël. C'était comme une négociation commerciale, sans le poids des attentes émotionnelles qui l'étouffaient toujours dans ses relations précédentes. « Alors, dit-il tendant la main, avons-nous un accord ?» Béa hésita un bref moment, son regard parcourant l'appartement luxueux avant de revenir à l'homme en face d'elle, un étranger avec qui elle était sur le point d'unir sa vie, au moins sur le papier. « Nous avons un accord, » répondit-elle, serrant la main offerte. Le contact fut bref, professionnel, mais quelque chose d'indéfinissable passa entre eux, une reconnaissance mutuelle que, aussi rationnelle que soit l'arrangement, ils étaient sur le point de s'embarquer dans quelque chose de profondément intime et imprévisible. Une semaine plus tard, dans une cérémonie discrète à la mairie, avec seulement Charles Mercier comme témoin, Raphaël Delacroix et Béatrice, Moreau signèrent les documents qui les rendaient légalement mariés. Il n'y eut pas de vœux élaborés, seulement l'engagement formel devant la loi. Quand le maire déclara qu'ils pouvaient s'embrasser, ils échangèrent un baiser chaste et rapide, le premier et présumablement le dernier. Cet après-midi même, tandis que Raphaël retournait à une réunion importante, Béa visitait sa mère à l'hôpital pour lui annoncer le début du traitement expérimental. Aucun des deux ne mentionna le mariage qui venait d'avoir lieu. C'était un détail insignifiant face à l'espoir renouvelé dans le regard de Madame Thérèse. L'accord était scellé. Le contrat de deux vies complètement différentes, maintenant entrelacées par nécessité et convenance, commençait officiellement. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que la logique qui avait construit cette union serait son aspect le moins important dans les mois à venir. La nouvelle du mariage de Raphaël Delacroix explosa dans les médias comme une bombe inattendue. Les gros titres spéculaient sur la mystérieuse femme qui avait conquis le célibataire le plus convoité du marché français. Des analystes d'affaires questionnaient le timing de la décision, tandis que des chroniqueurs mondains tentaient désespérément de découvrir de quelle famille traditionnelle venait la nouvelle. Madame Delacroix, c'est impressionnant comme personne n'arrive à trouver d'informations sur elle, commenta Charles, feuilletant les magazines People éparpillés sur le bureau de Raphaël. Ton département de sécurité a fait un travail impeccable en nettoyant son historique numérique. Raphaël observait la ville par la fenêtre de son bureau. Il n'y avait pas grand-chose à nettoyer. Béa a toujours été discrète. La mention du surnom ne passa pas inaperçue de Charles. C'était la première fois qu'il entendait son ami se référer à son épouse avec une telle familiarité. « Comment se passe la cohabitation ?» demanda-t-il avec prudence. Raphaël se retourna, un sourire énigmatique sur le visage. Étonnamment tranquille, Béa est différente. Différente était un euphémisme. Dans les 2 semaines depuis le mariage, Raphaël avait découvert en Béatrice une présence simultanément discrète et transformatrice. Elle occupait des espaces minimaux dans le vaste appartement, gardant ses rares effets personnels organisés dans une seule armoire. Elle se levait avant lui, laissant du café frais et une note quotidienne avec des observations pratiques sur l'agenda ou des rappels utiles. Le soir, quand il rentrait épuisé, il trouvait le dîner préparé. Rien d'élaboré, mais savoureux et réconfortant. Il mangeait dans un silence confortable, échangeant occasionnellement des observations sur les actualités ou des livres. Ce n'était pas un mariage conventionnel, ni même encore une amitié. C'était une chorégraphie soigneusement répétée, de 2 personnes occupant le même espace sans envahir la solitude l'une de l'autre. Le conseil est impatient de la rencontrer formellement, commenta Charles, interrompant ses pensées. Le dîner de bienfaisance de la Fondation est dans 3 jours. Ce sera sa première apparition officielle. Raphaël acquiesça.
Elle est préparée. En effet, Béatrice s'était consacrée méticuleusement à étudier l'univers corporatif et social qu'elle devait maintenant habiter. Elle passait des heures à rechercher les membres du conseil, leurs épouses, les projets de la Fondation Céline et même les préférences gastronomiques et culturelles des interlocuteurs potentiels. Raphaël la trouvait fréquemment en train de prendre des notes dans un petit carnet, créant ce qu'elle appelait une carte sociale, un guide pratique pour naviguer en eaux inconnues. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Béa affrontait ses propres défis internes. Cet après-midi-là, alors qu'elle se préparait pour le dîner de bienfaisance, elle fixait son reflet dans le miroir de la chambre d'amis qu'elle occupait. « Tu peux le faire », murmura-t-elle pour elle-même, ajustant la robe bleu marine qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. Simple, élégante, et dans les limites du budget serré qu'elle maintenait toujours, malgré sa nouvelle situation. Elle avait refusé d'accepter des cartes de crédit ou l'accès au compte de Raphaël au-delà de ce qui était strictement convenu pour le traitement de sa mère. Le léger coup à la porte la fit sursauter. « Pouvons-nous parler ?» demanda Raphaël de l'autre côté. Quand elle ouvrit la porte, Béa trouva l'entrepreneur impeccablement vêtu dans son smoking, tenant une boîte en velours noir. « J'ai apporté quelque chose pour que vous le portiez demain, » dit-il, tendant le présent. Cela appartenait à ma grand-mère. Dans la boîte reposait un ensemble de saphirs et diamants, un collier délicat avec des boucles d'oreilles assorties, des bijoux élégants, mais pas ostentatoires. Raphaël, cela ne faisait pas partie. De l'accord, protesta Béa, reculant d'un pas. Ce n'est pas un cadeau personnel, expliqua-t-il pragmatique. C'est un outil de travail. Les gens s'attendront à voir mon épouse porter des bijoux de famille. Cela fait partie de la narration que nous avons construite. Il y avait une logique dans l'argument, mais Béa hésita tout de même avant d'accepter. La boîte. Merci, j'en prendrai bien soin. J'en suis sûr, répondit Raphaël, l'observant avec curiosité. Êtes-vous nerveuse pour demain? Béa envisagea de mentir, mais opta pour l'honnêteté. Je le suis. Votre monde est intimidant pour quelqu'un comme moi. Comme vous? Sans pédigré, sans formation sociale, sans nom de famille qui ouvre. Des portes. Raphaël sourit, un geste rare qui transformait complètement son visage habituellement sérieux. Vous avez quelque chose de plus précieux que tout cela. Vous avez l'authenticité. La plupart des personnes dans cette salle donneraient tout pour se sentir réel, ne serait-ce qu'un jour. L'observation prit Béa par surprise. C'était le commentaire le plus personnel qu'il ait jamais fait. Quand même, continua Raphaël, j'ai préparé quelques fiches avec des informations sur les principales personnes qui seront présentes. J'ai pensé que cela pourrait aider. Il tendit un petit paquet de fiches méticuleusement organisées. Chacune contenait noms, photos, postes, intérêts et sujets à éviter. « Vous avez fait cela ?» demanda Béa, authentiquement surprise. « J'ai pensé que cela faciliterait votre navigation sociale, » répondit-il simplement. « C'est juste une carte du terrain. » Béa sourit, reconnaissant dans les fiches la même approche méthodique qu'elle utilisait elle-même. « Merci, cela aide beaucoup. » Le soir suivant, le Grand Hôtel de Paris resplendissait avec l'élite entrepreneuriale et politique du pays. Le dîner annuel de bienfaisance de la Fondation Céline Delacroix était l'un des événements les plus disputés du calendrier social, combinant philanthropie authentique avec des opportunités de réseautage de haut niveau. Raphaël et Béatrice arrivèrent ponctuellement à 8 heures. Elle portait la robe bleu marine, les saphirs de la famille Delacroix brillant discrètement à son cou. Ses cheveux, normalement attachés en un chignon pratique, étaient lâchés en boucles définies qui encadraient son visage. La transformation était subtile mais effective. Ce n'était pas une femme différente, juste une version plus polie de la même Béatrice. « Respirez », chuchota Raphaël, offrant son bras alors qu'ils entrèrent dans la salle. « Vous êtes magnifique et parfaitement. » Capable de conquérir chaque personne dans cet endroit. La confiance de Raphaël la surprit et la fortifia. Pour un bref moment, elle se sentit non pas comme une imposteuse, mais comme une partenaire authentique. Les premières minutes furent exactement comme il les avait répétées. Raphaël la présentait formellement, elle souriait et échangeait des banalités préparées. Les regards curieux et occasionnellement critiques ne passaient pas inaperçus, mais Béa les supportait avec la dignité silencieuse qui avait toujours été sa marque. Ce fut durant une conversation avec l'épouse
d'un sénateur que le premier vrai défi surgit. La femme, visiblement gênée par la présence de l'inconnu dans le cercle social qu'elle considérait comme son territoire, décida de tester Béatrice. « Alors, ma chère, Raphaël m'a dit que vous vous êtes rencontrés lors d'un événement de la Fondation. Quel projet coordonniez-vous déjà ?» C'était un piège. Raphaël n'avait jamais partagé un tel détail, et la femme tentait clairement d'exposer une incohérence dans l'histoire fabriquée. Béa sourit sereinement. « En fait, j'étais volontaire dans le projet d'inclusion numérique à la Courneuve. Ma fonction était assez modeste. J'enseignais aux personnes âgées à utiliser des ordinateurs pour communiquer avec des proches éloignés. C'est là que j'ai réalisé comment la technologie peut construire des ponts entre générations. » La réponse, bien, que fabriquée sur le moment, portait le ton d'authenticité qui venait de l'expérience réelle de Béa avec sa propre mère. « Intéressant, » répondit la femme, clairement déçue de ne pas avoir réussi à démasquer la nouvelle venue. « Et avant cela, que faisiez-vous déjà ?» Raphaël s'approcha, prêt à intervenir, mais Béa répondit avec naturel. « J'ai travaillé dans divers secteurs tout en prenant soin de ma mère malade. Femme de ménage, réceptionniste, assistante administrative. Je crois que connaître la réalité de différents emplois m'a donné une perspective unique sur la valeur de la dignité dans n'importe quelle fonction. » Un silence inconfortable suivit la réponse honnête. L'épouse du sénateur semblait authentiquement choquée, non pas par la révélation elle-même, mais par la franchise avec laquelle elle avait été livrée. « C'est admirable, » répondit-elle finalement, ne sachant pas comment réagir à l'absence de prétention sociale. Tout au long de la soirée, le modèle se répéta. Quand on l'interrogeait sur son origine, son éducation ou ses connexions familiales, Béatrice répondait avec une simplicité directe, sans honte ni excuse. Paradoxalement, cette honnêteté crue commença à gagner de l'admiration. Dans un environnement où tout le monde cachait quelque chose, la transparence était une nouveauté rafraîchissante. Le tournant se produisit pendant la vente aux enchères caritatives. Une des coordinatrices s'approcha de Raphaël en panique. La présentatrice qui devait conduire la vente avait annulé à la dernière minute en raison d'une urgence familiale. « Et maintenant, nous avons plus de 300 personnes qui attendent et personne pour conduire les enchères, » se lamenta la femme. Avant que Raphaël ne puisse répondre, Béatrice intervint. « Je peux aider. J'ai conduit de petites ventes aux enchères. Communautaire pour collecter des fonds pour le traitement de ma mère. Le principe est le même, seule l'échelle change. » Raphaël la regarda surpris. « Vous êtes sûr ? Faites-moi confiance, » répondit Béa, avec une confiance tranquille. « Pas doute, je sais comment faire ouvrir leur portefeuille aux gens pour une bonne cause. » Et en effet, elle le savait. Durant les 40 minutes suivantes, Béatrice conduisit la vente aux enchères avec une combinaison unique d'humilité et d'autorité qui captiva la salle entière. Elle connaissait chaque projet bénéficiaire des lots, expliquant avec une passion authentique l'impact réel que chaque don aurait. Quand une enchère stagnait, elle provoquait les entrepreneurs avec un humour intelligent et des défis subtils à l'ego, exactement le type de stimulus qui fonctionnait dans cet environnement. À la fin, la vente aux enchères récolta 38%, de plus que l'année précédente. « Où avez-vous appris à faire cela ?» demanda Raphaël plus tard, alors qu'il retournait à la maison en voiture. « En observant les gens, » répondit Béa simplement. « Quand on passe sa vie à être invisible, on apprend beaucoup sur le fonctionnement des visibles. » Raphaël l'étudia dans l'obscurité de la voiture, la voyant d'une façon complètement nouvelle. Béatrice n'était pas seulement une solution pragmatique à son problème, c'était une femme extraordinaire à part entière, dont le potentiel avait été étouffé par des circonstances au-delà de son contrôle. « Vous avez été incroyable aujourd'hui, » dit-il finalement. « Merci. » Béa sourit, s'autorisant un rare moment de satisfaction. « Merci de m'avoir fait confiance. » Quand ils arrivèrent à l'appartement, un nouveau confort planait entre eux. Pas de l'intimité exactement, mais un respect mutuel né d'eux. La reconnaissance de qualité au-delà de l'accord commercial qui les avait unis. Le jour suivant, les principaux journaux et magazines sociaux présentèrent la nouvelle Madame Delacroix comme la révélation de la soirée et une présence rafraîchissante dans le paysage social parisien. Les photos montraient une femme élégante dans sa simplicité, avec un éclat d'intelligence dans les yeux qui captait l'attention.
Pendant ce temps, dans les coulisses de Delacroix Tech, quelque chose d'inattendu se produisait. Des employés qui n'avaient jamais interagi directement avec Raphaël commençaient à reconnaître en Béatrice, sa nouvelle épouse, la même femme qui, pendant des années, avait nettoyé leur bureau, apporté du café dans des moments de crise et offert des sourires gentils dans des couloirs anonymes. La nouvelle se répandit rapidement à travers les divers départements. La nouvelle Madame Delacroix était l'une des nôtres. Une personne ordinaire qui, par quelques miracles du destin, avait traversé la barrière invisible entre les mondes. L'impact fut immédiat et profond. L'entreprise, toujours admirée pour son efficacité, commença à développer quelque chose de nouveau, un sens de communauté, une identification émotionnelle avec le leadership qui n'avait jamais existé auparavant. Raphaël, sans comprendre complètement l'origine du changement, percevait seulement ses effets. Des réunions plus productives, des engagements remplis avec un enthousiasme renouvelé, des suggestions innovantes surgissant de départements auparavant silencieux. Quelque chose est différent, commenta-t-il avec Charles durant une réunion exécutive. L'entreprise semble plus vivante. Charles sourit, comprenant ce que son ami ne percevait pas encore. C'est l'effet, Béatrice. Tu as épousé quelqu'un qui a humanisé ton image. Soudain, le redoutable Raphaël Delacroix n'est plus seulement le génie inaccessible au dernier étage, c'est l'homme qui est tombé amoureux d'une femme que tous connaissent et respectent. Mais notre mariage n'est qu'un accord, protesta Raphaël à voix basse. Charles haussa les épaules. Peut-être, mais l'impact est réel, indépendamment de l'origine. Et sincèrement, je ne t'ai jamais vu plus équilibré que ces dernières semaines. Raphaël ne répondit pas. Comment pourrait-il expliquer que, pour la première fois en années, il rentrait chez lui non pas seulement vers un espace vide, mais vers une présence qui n'exigeait pas, ne pompait pas, ne réclamait, pas simplement existait en harmonie avec sa propre solitude. Ce qui avait commencé comme un contrat commercial se transformait lentement en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Un partenariat authentique basé sur un respect mutuel et une reconnaissance silencieuse de qualité rarement valorisée dans le monde qu'ils partageaient maintenant. Le bureau de Marcel Fournier sur l'avenue Montaigne était une démonstration calculée de pouvoir. Des tableaux d'artistes consacrés ornaient les murs, le mobilier ostentait des bois nobles importés, et la vue privilégiée de la ville semblait renforcer sa position au-dessus du commun des mortels. Ancien membre du conseil de Delacroix Tech et actuel président de Fournier Innovation, Marcel n'avait jamais surmonté le fait d'avoir été écarté par Raphaël dans la dispute pour la présidence de l'entreprise des années auparavant. « Alors c'est elle, dit-il, observant les photos étalées sur son bureau, images de Béatrice à différents moments, sortant de l'immeuble où elle vivait avec sa mère à Clichy-sous-Bois, travaillant comme femme de ménage à la Tour de la Croix, conversant avec Raphaël à la librairie Les Argonautes. De femme, de ménage à Madame Delacroix. Quel conte de faits émouvants. Renaud Silva, le détective privé engagé par Marcel, restait silencieux. Habitué à travailler pour l'élite des affaires, il savait que son rôle était de fournir des informations, pas des opinions. « Quelle est la vraie histoire ?» demanda Marcel se penchant en avant. « Liaison ancienne, grossesse inattendue, chantage ?» D'après ce que j'ai pu déterminer, il n'y a rien de tout cela, répondit Renaud avec professionnalisme. Sa mère est réellement malade. Elle a commencé un traitement expérimental coûteux coïncidant avec le mariage. Son historique est propre, brillante étudiante qui a abandonné sa carrière académique pour s'occuper de sa mère. Pas d'implication romantique significative ces dernières années. Marcel tambourina des doigts sur la table, visiblement contrarié par l'absence de scandales évidents. Personne ne passe du ménage au mariage avec un milliardaire sans quelque type de négociation. « Eh bien, ça, je ne peux pas le confirmer, » admit le détective. « Mais j'ai découvert quelque chose d'intéressant sur le testament de Madame Céline Delacroix. » Les yeux de Marcel brillèrent d'un intérêt renouvelé, tandis que le détective expliquait la clause matrimoniale et le délai imminent que Raphaël affrontait. Au fur et à mesure de l'explication, un sourire calculateur se formait sur son visage. Alors notre ami Raphaël avait désespérément besoin d'une épouse, et il a trouvé une employée en situation vulnérable, nécessitant de l'argent pour sauver sa mère. Marcel rit, satisfait. Un mariage de convenance, classique et pathétique. « Que comptez-vous faire avec ces informations ?» demanda le détective.
maintenant un ton neutre. La bonne question, mon cher, est ce que le marché financier et les actionnaires de Delacroix Tech feront quand ils découvriront que leur brillant PDG fraude le testament de sa grand-mère. Avec un mariage factice. Le jour suivant, alors que le plan de Marcel commençait à prendre forme en coulisses, Béatrice expérimentait une transformation silencieuse dans sa propre vie. Après 3 mois de mariage, elle avait trouvé un équilibre surprenant entre ces deux mondes. Le matin, elle visitait sa mère, maintenant installée dans un appartement adapté que Raphaël avait insisté pour fournir près de l'hôpital, où elle suivait son traitement. Madame Thérèse montrait des signes clairs d'amélioration. Sa mobilité avait augmenté, les douleurs diminuaient, et il y avait une vivacité renouvelée dans ses yeux. « Ma fille, raconte-moi plus sur ce projet de la fondation que tu as mentionné », demanda Madame Thérèse pendant le petit déjeuner, observant Béatrice avec une fierté à peine dissimulée. Ces dernières semaines, Béa avait commencé à s'impliquer activement dans la fondation Céline Delacroix, contribuant avec des idées pour un nouveau programme de formation technologique pour les femmes des communautés périphériques. Son expérience personnelle et sa formation académique formaient une combinaison unique qui apportait des perspectives précieuses à des projets auparavant pensés uniquement par des cadres distants de la réalité sociale. C'est incroyable. Maman, nous créons un programme qui combine compétences techniques et entrepreneuriat contextualisé. Les femmes n'apprendront pas seulement la programmation, mais comment développer des solutions pour les problèmes réels de leur communauté. Et, Raphaël, comment va votre relation ? Demanda Madame Thérèse avec prudence. Elle ne connaissait que la version officielle de l'histoire, que sa fille avait rencontré l'entrepreneur lors d'un travail bénévole et vécu une romance discrète avant le mariage. Béa hésita. Comment expliquer quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas complètement? Le mariage de convenance avait évolué vers un partenariat basé sur un respect mutuel et, étonnamment, des moments de connexion authentiques. Ils partageaient des dîners tranquilles discutant de livres, travaillaient ensemble sur des projets de la fondation et parfois profitaient simplement du silence confortable l'un de l'autre. Ce n'était pas un amour romantique, mais il y avait une intimité croissante qui transcendait l'accord original. « Nous allons bien, répondit-elle finalement. C'est différent de ce que j'imaginais. » Le téléphone portable interrompit la conversation. C'était Julie Lefebvre, la jeune réceptionniste de Delacroix Tech, avec qui Béa avait développé une amitié improbable. Des années auparavant, quand elle travaillait encore comme femme de ménage, Béa avait remarqué le talent de Julie pour le design en la voyant dessiner pendant les pauses. Elle avait commencé à l'encourager discrètement, prêtant des livres et suggérant des cours en ligne. Maintenant, même après son changement de statut, elle maintenait le mentorat informel. « Béa, tu as vu les nouvelles ?» Charles demanda Julie, la voix clairement agitée. « Quelles nouvelles ? C'est dans tous les portails financiers. Quelqu'un a divulgué des informations sur le testament de Madame Céline et insinue que ton mariage avec Raphaël est une fraude. » Le cœur de Béatrice s'accéléra. Elle dit rapidement au revoir à sa mère et, dans le taxi en route vers l'appartement, vérifia frénétiquement les sites d'information. Les gros titres étaient dévastateurs. Mariage de l'année ou fraude. Milliardaire. PDG de Delacroix Tech sous suspicion. Femme de ménage devient épouse de milliardaire. Amour ou accord financier. Testament polémique. La course contre la montre de Raphaël Delacroix. Un article particulièrement malveillant incluait des photos d'elle travaillant comme femme de ménage, avec la légende « Du balai à la bague, l'ascension météorique » de Béatrice Moreau. Quand elle arriva à l'appartement, elle trouva Raphaël en visioconférence tendue avec le conseil d'administration. Son visage, normalement composé, montrait des signes clairs de tension. En la voyant, il fit un geste pour qu'elle attende et continua la conversation. « Messieurs, ma vie personnelle n'est pas à l'ordre du jour, » disait-il avec une fermeté contrôlée. « La performance de l'entreprise reste exceptionnelle, avec une croissance de 17% au dernier trimestre. Je suggère que nous nous concentrions sur les faits pertinents. »« Raphaël, comprends notre position, » répondit l'un des conseillers. « Les actions ont chuté de 8% rien que ce matin. Les investisseurs sont préoccupés par la stabilité du leadership et la légitimité du contrôle actionnarial. Nous avons besoin de garanties. Et vous les aurez. Mes avocats préparent déjà une déclaration officielle. » Sur ce, il termina la réunion. Quand il se tourna finalement vers Béatrice,
Il y avait un mélange de colère et d'inquiétude dans ses yeux. Quelqu'un nous a enquêtés. Il connaît des détails spécifiques du testament et de comment nous nous sommes rencontrés. Marcel. Fournier, suggéra Béa. Durant les mois de cohabitation, elle était devenue profondément familière avec les jeux de pouvoir corporatifs qui entouraient Raphaël. Probablement. Il a le motif et les ressources. Raphaël passa la main dans ses cheveux, un geste rare de vulnérabilité. Le problème est que nous avons besoin d'une stratégie immédiate. Le comité d'éthique de l'entreprise exige une enquête formelle sur la légitimité de notre mariage. Et qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que nous devrons prouver que notre relation est authentique. Entretien séparé, vérification de cohabitation, historique détaillé. L'estomac de Béatrice se noua. L'accord soigneusement construit était sur le point de s'effondrer sous le regard public. « Il y a autre chose », continua Raphaël, sa voix soudainement plus douce. « J'ai reçu ceci il y a 1 heure. » Il tendit son téléphone, montrant un message anonyme. « Votre épouse a été approchée par un détective privé il y a 2 semaines. On lui a offert 500 000 € pour confirmer la supercherie. Elle a refusé. Le saviez-vous » Béa pâlit. C'était vrai. Un homme l'avait abordée quand elle sortait de l'hôpital après avoir visité sa mère, offrant de l'argent en échange d'une confession sur la nature du mariage. Elle avait refusé immédiatement et n'avait pas raconté à Raphaël, craignant de paraître faible ou opportuniste en mentionnant une tentative de corruption qu'elle avait rejetée. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ?» demanda Raphaël, la déception évidente dans sa voix. « J'ai résolu cela seul. Je ne pensais pas que c'était pertinent. » Pertinent ? Sa voix s'éleva légèrement. « Nous sommes sous attaque, Béatrice. Toute information est pertinente. Nous aurions pu nous préparer, neutraliser la menace avant qu'elle n'explose. »« Je ne suis pas habituée à partager mes problèmes, » répondit-elle avec dignité. « J'ai toujours tout résolu seul. » Raphaël l'observa longuement, comme s'il la voyait sous une nouvelle lumière. « C'est le point, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas vraiment ensemble dans cette affaire. Nous restons 2 personnes avec un contrat, pas des partenaires. » Les mots touchèrent Béatrice avec une force inattendue. Il y avait une vérité en eux, une vérité qui faisait plus mal qu'elle ne le devrait pour quelqu'un dans une relation purement contractuelle. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone de Raphaël sonna à nouveau. C'était Charles. Mercier, avec des nouvelles encore pires. « Raphaël, la situation a empiré. Quelqu'un fait circuler une supposée copie de votre contrat prénuptial parmi les membres du conseil. C'est faux, évidemment, mais très convaincant. Il détaille des paiements spécifiques, des clauses d'apparition publique, même des scripts pour interaction sociale. » Béa pouvait entendre la voix alarmée par le haut-parleur. Son cœur battait si fort qu'il semblait prêt à rompre sa poitrine. « Et il y a plus, » continua Charles. « Le comité a programmé une audience formelle dans 3 jours. Vous serez tous les 2 interrogés séparément sur les détails de votre relation. » Quand l'appel se termina, un silence pesant s'installa entre eux. L'accord méticuleusement construit, le partenariat qui avait fonctionné parfaitement pendant 3 mois, affrontait maintenant sa première véritable crise. « Que ferons-nous » demanda finalement Béatrice. Raphaël redressa les épaules, reprenant sa posture de stratège. « Ce que nous faisons toujours. Nous nous adaptons. Nous devons connaître tous les détails l'un de l'autre, pas seulement les évidents, mais les petites intimités que seul un couple authentique partagerait. Comme quoi? Comme le fait que vous mettez toujours de la cannelle dans votre café du matin, mais jamais dans celui de l'après-midi. Comme je laisse toujours une lumière, allumée dans le couloir parce que j'ai une crainte irrationnelle de l'obscurité complète. Comme vous chantez doucement des chansons d'Edith Piaf quand vous êtes concentré. Comme je vérifie toujours 3 fois si la porte est verrouillée avant de dormir. » Béatrice le fixa, surprise non seulement par les observations précises sur ses habitudes, mais par le fait que Raphaël les avait remarquées. Elle réalisa avec un sursaut intérieur que pendant des mois, ils s'étaient observés l'un l'autre avec beaucoup plus d'attention qu'ils ne l'admettaient. « Nous avons 3 jours, » continua Raphaël, vérifiant sa montre. « Je suggère que nous commencions maintenant même. » Dans les 72 heures qui suivirent, ils développèrent une intimité forcée par les circonstances. Ils partagèrent des histoires d'enfance, des peurs secrètes, des rêves abandonnés. Raphaël parla de l'absence de ses parents,
toujours trop occupés par leur propre carrière pour élever un enfant. Béatrice révéla l'abandon de son père et les difficultés qu'elle avait affrontées comme boursière dans une école d'élite où on lui rappelait constamment son origine modeste. C'était étrange, réfléchit Béa, comment la menace externe avait brisé des barrières que des mois de cohabitation n'avaient pas réussi à abattre. En 3 jours, ils en avaient appris plus l'un sur l'autre que durant tout le temps précédent. Le matin de l'audience, alors qu'ils se préparaient en silence dans l'appartement, le téléphone de Béatrice sonna. C'était l'hôpital. Madame, Thérèse avait subi une crise grave durant la nuit et était en soins intensifs. Ils avaient besoin de sa présence immédiatement pour des décisions concernant le traitement. Le visage de Béa perdit toute couleur. « Ma mère, elle... » Raphaël prit les clés de la voiture instantanément. « Allons à l'hôpital maintenant. » Mais l'audience, le comité... « Votre mère est plus importante. Je peux gérer le comité seul. »« Je ne peux pas. Vous laisser affronter cela seul, » protesta Béa, divisée entre 2 loyautés impossibles. Raphaël tint ses épaules doucement. « Béatrice, écoutez, ce que nous avons est un accord, mais ce que vous avez avec votre mère est de l'amour véritable. Je ne vous demanderai jamais de choisir un document légal plutôt que cela. » Les yeux de Béatrice se remplirent de larmes, les premières que Raphaël ait jamais vues chez elle. « Merci, » chuchota-t-elle, la voix tremblante. Tandis que Raphaël la conduisait à l'hôpital, conduisant avec une concentration silencieuse à travers les rues congestionnées de Paris, quelque chose de fondamental changea entre eux. Ce qui avait commencé comme un contrat commercial froid avait évolué vers un partenariat respectueux. Et maintenant, il y avait quelque chose de plus. Quelque chose qu'aucun des deux n'avait prévu ou recherché, mais qui grandissait silencieusement, comme une plante tenace trouvant son chemin entre les fissures d'un mur de béton. Plus tard, tandis que Béatrice veillait au chevet d'hôpital de sa mère, Raphaël affrontait seul le comité d'éthique de Delacroix Tech, défendant non seulement son contrôle de l'entreprise, mais quelque chose qui était devenu étonnamment plus important, la dignité d'une femme qui était entrée dans sa vie par nécessité, mais qui y restait pour une raison complètement différente. La salle de réunion au 50e étage de la tour de la Croix avait été transformée en une sorte de tribunal informel. D'un côté de la table ovale en acajou, 5 membres du comité d'éthique, tous des cadres supérieurs avec des décennies d'expérience corporative. De l'autre, Raphaël Delacroix, seul pour la première fois dans une situation qui normalement compterait avec une équipe d'avocats et de conseillers. « Où est votre épouse, monsieur Delacroix ?» demanda Hélène Martinet, la présidente du comité, une femme de 60 ans connue pour son inflexibilité éthique. « À l'hôpital. Sa mère a eu une urgence médicale ce matin, » répondit Raphaël avec un calme étudié. « Assez commode, » commenta Édouard Moreau, un autre membre du comité, avec un scepticisme évident. Raphaël maintint un regard ferme. « Suggérez-vous que la maladie de Madame Moreau est une invention, docteur Moreau ? Je peux fournir les dossiers médicaux complets, si nécessaire. » L'homme recula légèrement, réalisant qu'il avait franchi une ligne. « Non, bien sûr que non. J'ai simplement observé la coïncidence. »« Il n'y a pas de coïncidence, » répondit Raphaël. « Il y a une femme gravement malade et une fille qui a abandonné une carrière prometteuse pour s'occuper d'elle. Si cela interfère avec notre agenda corporatif, je m'excuse, mais certaines priorités sont non négociables. » Quelque chose dans la fermeté de sa réponse surprit les présents. Le Raphaël Delacroix qu'il connaissait était pragmatique jusqu'à la froideur, priorisant toujours les résultats entrepreneuriaux au-dessus des considérations émotionnelles. « Bien, nous devrons procéder sans elle, » décida Hélène. « Comme vous le savez, monsieur Delacroix, des allégations sérieuses ont émergé sur la nature de votre mariage avec Béatrice Moreau. Spécifiquement qu'il s'agirait d'un arrangement contractuel destiné uniquement à satisfaire la clause du testament de votre grand-mère. »« J'en suis conscient, » répondit-il, maintenant sa composition. « Niez-vous ces allégations ? » « Catégoriquement. » Hélène acquiesça comme si la réponse était exactement celle attendue. « Je comprends. Nous avons alors préparé quelques questions pour vérifier l'authenticité de votre relation. » Durant les 2 heures suivantes, Raphaël affronta un interrogatoire méticuleux. Des questions sur comment ils s'étaient rencontrés, des détails de la routine domestique, les préférences personnelles de Béatrice, depuis sa nourriture préférée jusqu'à ses opinions. Politique,
À sa propre surprise, il connaissait les réponses à la plupart d'entre elles, non pas parce qu'il les avait répétées, mais parce qu'il avait réellement fait attention. Elle préfère le thé de camomille le soir, mais un café fort. Le matin, toujours avec une cuillère de sucre brun et de la cannelle. Son livre de chevet actuel est Sapiens de Yuval Harari. Elle est en désaccord avec plusieurs points, particulièrement sur le déterminisme technologique. Elle est allergique aux fruits de mer et a une intolérance modérée au lactose. À chaque réponse, il réalisait comment il avait absorbé de petits détails sur Béatrice durant les mois de cohabitation. Ce n'étaient pas des informations étudiées pour un examen, mais des observations collectées naturellement, presque sans s'en apercevoir. « Impressionnant, monsieur Delacroix », commenta Hélène après une série particulièrement détaillée de réponses. « Vous semblez bien connaître votre épouse. »« Je la connais », répondit-il simplement. Cependant, intervint un autre membre du comité, cela n'explique pas comment une employée de l'équipe de nettoyage est soudainement devenue votre épouse sans aucune relation préalable documentée. Raphaël soupira. Vous êtes-vous déjà amoureux, docteur Toussaint? C'est rarement documenté ou suit un calendrier corporatif approuvé. Le commentaire provoqua quelques sourires discrets autour de la table. Même ainsi, le comité persista. Nous avons reçu des informations détaillées sur un prétendu accord financier, continua Hélène, y compris des paiements spécifiques pour les traitements médicaux de la mère de Béatrice. Oui, je paie pour les traitements médicaux de ma belle-mère, confirma Raphaël sans hésitation. Tout comme je paie pour l'assurance maladie de tous les employés de cette entreprise et leurs dépendants directs. C'est ma responsabilité en tant qu'époux et en tant qu'être humain. Et le traitement a coïncidé avec le mariage. Raphaël se pencha en avant, sa patience visiblement s'épuisant. « Laissez-moi clarifier quelque chose, docteur Martinet. Quand j'ai rencontré Béatrice, elle travaillait dans 2 emplois pour soutenir sa mère malade. Une femme avec une formation académique brillante, réduite à des fonctions bien en dessous de sa capacité par des circonstances qu'elle n'a pas choisies. Oui, je paie pour le traitement. Oui, cela a commencé après notre mariage. Mais l'implication qu'elle m'a épousée pour l'argent est non seulement offensante pour elle, mais démontre une compréhension limitée du caractère de la femme que j'ai choisie comme épouse. » Le silence qui suivit sa déclaration passionnée était palpable. Raphaël réalisa, avec un certain étonnement, que chaque mot qu'il avait prononcé était vrai, pas une défense fabriquée, mais une expression authentique d'admiration pour Béatrice. « Monsieur Delacroix, » dit finalement Hélène, « nous apprécions votre franchise. Cependant, ce comité a la responsabilité de garantir que les intérêts de l'entreprise et des actionnaires soient protégés. Si votre contrôle majoritaire est basé sur une représentation questionnable de votre situation personnelle, cela devient une question de gouvernance corporative. »« Je comprends parfaitement, » répondit Raphaël, « et je respecte la fonction de ce comité. Mais permettez-moi de poser une question. Quelle est exactement la préoccupation ? Que je perde le contrôle de l'entreprise si mon mariage est invalidé, ou que je maintienne le contrôle à travers une relation que vous considérez inappropriée ? » La question directe laissa le comité momentanément sans réponse. Ce fut Édouard Moreau qui répondit finalement. « Les 2 possibilités sont préoccupantes, monsieur Delacroix. L'instabilité dans le leadership affecte la confiance du marché, et un leadership basé sur des artifices soulève des questions éthiques significatives. » Raphaël acquiesça, reconnaissant la légitimité de la préoccupation. « Je comprends. Dans ce cas, je suggère que vous parliez avec mon épouse, quand elle pourra être présente. Je crois qu'elle pourra clarifier tout doute sur la nature de notre relation. » La réunion fut close, sans résolution définitive. Le comité accepta de reconvoquer quand Béatrice pourrait être présente. Entre-temps, Delacroix Tech affronterait des jours d'incertitude et de spéculation sur le marché. En quittant le bâtiment, Raphaël se dirigea directement vers l'hôpital. Il trouva Béatrice dans le couloir des soins intensifs, le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude. En le voyant, quelque chose dans son expression s'adoucit momentanément. « Comment va-t-elle » demanda Raphaël, touchant doucement son épaule. « Stable, » répondit Béatrice. « Le médecin dit que le pire est passé, mais elle devra rester hospitalisée quelques jours. »« Et vous? Comment allez-vous » Béa secoua la tête, s'autorisant un rare moment de vulnérabilité. Épuisée, effrayée.
Je me sens divisé entre deux mondes qui s'écroulent simultanément. Raphaël la conduisit jusqu'à la petite cafétéria de l'hôpital où il pourrait parler avec une certaine intimité. Il raconta la réunion avec le comité, les questions, les suspicions. « Ils veulent vous parler quand vous serez disponible », conclut-il. « Mais seulement quand votre mère ira mieux. » Béatrice l'étudia avec des yeux attentifs. « Comment ça s'est passé? Vraiment ?» « C'était éclairant, » répondit Raphaël après un moment de réflexion. « J'ai réalisé combien je sais réellement sur vous et combien je ne sais pas encore. » Un silence confortable s'installa entre eux, le type de silence qui n'existe qu'entre personnes, qui n'ont pas besoin de remplir chaque moment avec des mots. « Raphaël, » dit finalement Béatrice, « si le comité décide que notre mariage n'est pas valide aux fins du testament, qu'arrive-t-il » La question plana entre eux, chargée d'implications non seulement pour l'empire entrepreneurial de Raphaël, mais pour la relation qu'ils avaient construite. Une relation qui avait commencé comme une transaction froide et évolué vers quelque chose qu'aucun des deux ne savait exactement comment nommer. Légalement, je perdrais le contrôle majoritaire de l'entreprise et une partie significative de l'héritage, répondit-il avec sincérité. Les projets de la fondation subiront probablement des coupes. Et vous, je perdrai le traitement de ma mère, compléta Béatrice avec la franchise qui l'avait toujours caractérisée. Non, corrigea Raphaël immédiatement, le traitement de votre mère continuera indépendamment de ce qui arrive avec l'entreprise. Ou notre accord. C'est non négociable. Béatrice le regarda surprise. Pourquoi? Sans le contrat, sans la nécessité de maintenir les apparences, quel serait votre motif? Raphaël hésita, les mots coincés dans sa gorge. Comment expliquer? Quelque chose que lui-même commençait à peine à comprendre, comment nommer le respect qui s'était transformé en admiration, la convenance devenue connexion, l'accord qui avait évolué vers quelque chose de bien plus complexe qu'un simple contrat. Parce que certaines choses transcendent les contrats, répondit-il finalement. Parce que votre mère mérite le meilleur traitement possible, et parce que vous, Béatrice Moreau, méritez beaucoup plus que ce que la vie vous a offert jusqu'à présent. Des larmes inattendues brillèrent dans les yeux de Béa. La femme qui avait affronté tant d'adversités sans jamais montrer de faiblesse. D'un geste impulsif, elle couvrit la main de Raphaël avec la sienne. « Merci », dit-elle simplement. 2 jours plus tard, avec Madame Thérèse déjà hors de danger et transférée dans une chambre particulière, Béatrice se présenta à la reconvocation du comité d'éthique. Raphaël avait insisté pour ne pas être présent. Il voulait qu'elle parle librement, sans se sentir observée ou pressée par sa présence. La salle de réunion était exactement comme avant, 5 cadres d'un côté de la table, maintenant avec Béatrice seule de l'autre côté. Elle portait des vêtements simples mais élégants, pantalon noir et chemisier blanc, sans bijoux à part l'alliance et le petit collier de jadéite qu'elle enlevait rarement. « Madame Delacroix », commença Hélène, « nous vous remercions de votre présence, spécialement considérant la situation de votre mère. Je préfère être appelée Béatrice ou Madame Moreau, corrigea-t-elle gentiment. Je garde mon nom par choix personnel. » La petite affirmation d'identité ne passa pas inaperçue du comité. Ce n'était pas le comportement attendu de quelqu'un qui se serait marié pour le statut social. « Très bien, Madame Moreau. Nous sommes ici pour discuter la nature de votre relation avec Raphaël Delacroix, spécifiquement en réponse aux allégations que votre mariage serait un accord contractuel destiné uniquement à satisfaire la clause du testament de Madame Céline. » Béatrice acquiesça, maintenant sa composition. « Je comprends. Niez-vous ces allégations ?» Béatrice respira profondément. Durant toute sa vie, elle avait affronté des défis avec une honnêteté brutale. C'était sa méthode de survie, son armure. Même maintenant, face à tant d'enjeux, elle ne pouvait abandonner ce principe fondamental. Ce que je peux dire sur mon mariage avec Raphaël est qu'il a commencé de façon inhabituelle, mais a évolué vers quelque chose qu'aucun de nous n'a planifié ou prévu. La réponse soigneusement équilibrée fit Hélène froncer les sourcils. Cela ne répond pas directement à la question, Madame Moreau. Parce que la question présume une simplicité qui n'existe pas dans les relations humaines réelles, Docteur Martinet. Les gens se marient pour d'innombrables raisons. Amour, compagnie, stabilité financière, pression familiale, peur de la solitude. Souvent,
pour une combinaison de tous ces facteurs. Quelle partie de ces motivations rend un mariage réel ou frauduleux? La réponse philosophique prit le comité par surprise. Il s'attendait à des dénégations véhémentes ou des confessions acculées, pas à une réflexion existentielle. Sur la nature des relations. Soyons plus directs alors, intervint Édouard Moreau. Vous êtes-vous marié avec Raphaël Delacroix pour l'argent du traitement de votre mère? Béatrice maintint un regard ferme. Ma mère est vivante aujourd'hui grâce au traitement qu'elle a reçu après mon mariage avec Raphaël. C'est un fait. C'est également un fait que je travaille tous les jours pour être une partenaire qui apporte de la valeur à sa vie, pas seulement socialement, mais intellectuellement et émotionnellement. Si cela rend notre mariage moins légitime que des unions basées sur une attraction physique passagère ou une convenance sociale, je laisse au comité le soin de juger. Pendant 2 heures, Béatrice affronta des questions détaillées sur sa vie avec Raphaël. Contrairement à lui, elle ne répondait pas avec des informations factuelles directes, mais avec des observations étonnamment intimes. Raphaël garde une lumière allumée dans le couloir la nuit parce qu'il a une peur secrète de l'obscurité complète. Trauma d'enfance quand il restait seul dans le manoir, tandis que ses parents voyageaient constamment. Il préfère le côté gauche du lit parce qu'il dort tourné vers la fenêtre. Il dit qu'il aime voir les lumières de la ville quand il se réveille au milieu de la nuit. Cela lui rappelle qu'il n'est pas seul au monde. Quand il est vraiment concentré sur un problème, Raphaël tambourine des doigts en séquence de 3. C'est un tic qu'il essaie de contrôler en public, mais qui survient naturellement quand il est à l'aise. Détail après détail, qui révélait non seulement une connaissance superficielle, mais une observation profonde et attentive. Ce n'étaient pas des informations qu'on mémorise par contrat, mais de petites intimités découvertes dans la cohabitation quotidienne. Le moment crucial vint quand Hélène, clairement impressionnée mais encore sceptique, posa la question la plus directe. « Madame Moreau, soyez complètement honnête. Aimez-vous Raphaël Delacroix ?» Le silence qui suivit fut pesant. Béatrice regarda par la fenêtre un long moment, observant Paris s'étendre jusqu'à l'horizon. La ville qui avait été le théâtre de ses luttes, défaites et de façon inattendue de sa transformation. « Quand j'ai accepté d'épouser Raphaël, commença-t-elle lentement, c'était un accord pratique entre 2 personnes aux besoins complémentaires. J'avais besoin de ressources pour sauver ma mère. Il avait besoin d'une épouse pour maintenir son entreprise. C'était simple, clair, objectif. » Elle fit une pause, comme si elle choisissait soigneusement les mots suivants. Ce que je n'avais pas prévu, c'était comment ce serait de partager ma vie avec quelqu'un d'aussi complexe que lui. Raphaël projette une image de froideur et de contrôle absolu. Mais à la maison, je vois un homme qui laisse la porte de la salle de bain ouverte pendant qu'il se brosse les dents pour pouvoir continuer une conversation sur la littérature. C'est russe, un homme qui, malgré toute sa richesse, a été authentiquement ému quand j'ai préparé le gâteau de maïs que ma grand-mère faisait, parce que personne n'avait cuisiné spécifiquement pour lui depuis des années. Sa voix gagna une intensité subtile à mesure qu'elle continuait. Je ne m'attendais pas à découvrir quelqu'un qui se soucie si profondément de ses projets sociaux, non pas pour l'image corporative, mais parce qu'il croit vraiment en la transformation par l'éducation. Je ne m'attendais pas à trouver un partenaire intellectuel qui défie mes idées et respecte mon intelligence, même quand nous sommes en désaccord. Et certainement, je ne m'attendais pas à réaliser que, derrière, le milliardaire puissant, il y a un homme aussi solitaire que je l'ai toujours été, simplement dans un appartement beaucoup plus grand. Elle regarda directement Hélène, ses yeux brillants d'une certitude tranquille. Alors, pour répondre à votre question, ce que je ressens pour Raphaël a transcendé depuis longtemps les termes initiaux de notre accord. Si c'est de l'amour, dans le sens conventionnel que la société célèbre dans les films et les chansons, je ne saurais dire. Mais je sais que ma vie est meilleure avec lui dedans, et j'espère sincèrement que la sienne est aussi meilleure avec moi. Et si ce n'est pas l'essence de ce qu'un mariage devrait être, alors peut-être poursuivons-nous tous les mauvaises définitions. Le silence qui suivit sa déclaration était presque révérencieux. Il y avait une authenticité indéniable dans ces mots, non répétés, non calculés, mais profondément ressentis. Après quelques questions finales, le comité la remercia de sa présence et l'informa qu'il délibérerait pour prendre une décision. Béatrice sortit de la salle avec la même dignité silencieuse avec laquelle elle était entrée.
sans savoir si elle avait sauvé l'empire entrepreneurial de Raphaël ou scellé son destin avec trop d'honnêteté. Dans le couloir, à sa surprise, elle trouva Julie Lefebvre qui attendait anxieusement. « Béa, comment ça s'est passé? Tout le monde dans l'entreprise en parle. »« Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « J'ai dit la vérité. Ce n'est pas toujours suffisant, mais c'est tout ce que j'ai à offrir. » Julie l'étreignit impulsivement. « Tu es incroyable, tu sais. Depuis que je t'ai connu nettoyant ces couloirs, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial en toi. Maintenant, tous peuvent le voir. » Béatrice sourit, authentiquement touchée par le soutien de la jeune femme qu'elle avait aidée des années auparavant et qui était maintenant devenue une vraie amie. « Comment va le cours de design ?» demanda-t-elle, changeant de sujet. Les yeux de Julie brillèrent. « Incroyable! Je développe un projet pour la Fondation Céline, une plateforme visuelle pour enseigner la programmation aux enfants. C'est inspiré de toi, tu sais, de la façon dont tu expliquais toujours des choses complexes d'une manière que n'importe qui pouvait comprendre. » La fierté que Béatrice ressentit à ce moment était différente de tout ce qu'elle avait expérimenté. Ce n'était pas pour elle-même, mais pour le potentiel qu'elle avait aidé à éveiller chez une autre personne, un héritage silencieux qui transcendait son propre parcours. Plus tard ce soir-là, quand elle arriva finalement à l'hôpital, pour visiter sa mère, elle trouva Raphaël déjà là, conversant tranquillement avec Madame Thérèse. La scène, si domestique, si naturelle, la prit complètement au dépourvu. « Ah, ma fille, que c'est bon que tu arrives !» s'exclama Madame Thérèse, visiblement plus forte que les jours précédents. « Raphaël me parlait de ce parc à Chamonix que nous avons visité pour notre anniversaire de mariage. Nous devons y retourner quand je sortirai d'ici. » Béatrice regarda Raphaël, confuse. Il n'avait jamais célébré d'anniversaire de mariage, encore moins à Chamonix. Il lui rendit son regard avec un imperceptible haussement d'épaules et un sourire complice. « Bien sûr, maman, » répondit-elle, entrant dans le jeu sans questionner, « quand tu seras rétablie. » Plus tard, alors qu'il marchait dans le parking de l'hôpital, Béatrice demanda finalement « Chamonix ?» Raphaël sourit. « Votre mère a mentionné qu'elle avait toujours rêvé de connaître cet endroit, mais n'en a jamais eu l'occasion. J'ai pensé que ce serait un bon cadeau de rétablissement et une bonne histoire de couverture pour notre arrangement. » Béatrice s'arrêta de marcher, étudiant l'homme en face d'elle avec de nouveaux yeux. « Vous n'aviez pas besoin de faire cela. »« Je sais, » répondit-il simplement. « J'ai voulu le faire. » Ce soir-là, en retournant à l'appartement qu'ils partageaient, Béatrice réalisa que quelque chose de fondamental avait changé. L'accord qui avait commencé comme une transaction froide entre étrangers était maintenant enraciné dans quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui grandissait silencieusement entre les fissures de leur vie soigneusement compartimentées. 3 jours plus tard, le comité d'éthique émit sa décision. Le mariage de Raphaël et Béatrice serait considéré légitime aux fins du testament de Madame Céline Delacroix. Le contrôle actionnarial était sécurisé, les projets sociaux préservés, l'avenir apparemment stabilisé. Mais pour Béatrice et Raphaël, une nouvelle incertitude avait surgi, non pas sur des contrats ou des clauses légales, mais sur des sentiments réels qu'aucun accord n'avait prévus et qu'aucun d'eux ne savait exactement comment gérer. Le printemps parisien apportait des couleurs inattendues à la ville généralement grise. Dans le jardin de la maison de repos à Passy, où Madame Thérèse se rétablissait maintenant, jasmin et châtaignier fleurissaient, parfumant l'air de promesses de renouveau. Assise sur un banc sous l'ombre généreuse d'un tilleul, Béatrice observait sa mère marchant lentement sur la pelouse, appuyée sur une canne, mais avec des pas de plus en plus fermes. 6 mois s'étaient écoulés depuis la crise qui avait failli emporter Madame Thérèse. 6 mois depuis l'interrogatoire du comité d'éthique. 6 mois d'une routine qui s'était établie avec une surprenante naturalité entre elle et Raphaël. « Elle va beaucoup mieux », commenta Julie, assise à ses côtés. La jeune femme visitait régulièrement Madame Thérèse, ayant développé une affection authentique pour la dame qui la traitait comme une fille adoptive. « Le médecin dit qu'elle pourra avoir sa sortie définitive dans 2 semaines, » répondit Béatrice, un sourire serein illuminant son visage. Elle pourra vivre à nouveau chez elle, avec des visites hebdomadaires de l'infirmière. « Et où sera chez elle ?» demanda Julie avec précaution. « Tu retourneras à Clichy-sous-Bois avec elle ou… »
La question plana dans l'air, chargée d'implications. Ces derniers mois, la ligne entre l'accord commercial et la vie réelle était devenue de plus en plus fine. Raphaël et Béatrice fonctionnèrent maintenant comme un couple authentique à bien des égards. Ils partageaient des repas, discutèrent de livres, travaillaient ensemble sur des projets de la Fondation Céline et occasionnellement regardaient même des films côte à côte sur le vaste canapé du salon. Cependant, ils maintenaient des chambres séparées et n'avaient jamais discuté de l'avenir au-delà du délai stipulé dans le contrat original. « Nous n'avons pas encore décidé », répondit Béatrice honnêtement. « Il y a beaucoup de variables à considérer. » Julie acquiesça compréhensive. Comme confidente proche, elle était l'une des rares personnes qui connaissaient la vérité sur le début de la relation, bien qu'elle soupçonnât que la situation actuelle était bien plus complexe que l'accord original. « En parlant de décision, dit-elle, changeant de sujet, j'ai reçu une proposition incroyable ce matin. Tu te souviens du projet de design éducatif que j'ai développé pour la Fondation ? L'UNESCO veut implémenter une version élargie dans des écoles de 5 pays d'Amérique latine. »« Julie, c'est merveilleux !» s'exclama Béatrice, authentiquement heureuse du succès de son amie. « Quand commences-tu » ? »« C'est là le point, » répondit Julie soudainement sérieuse. « Ils veulent que je coordonne l'implémentation depuis le bureau de Nice. Ce serait un changement complet, avec un contrat initial de 2 ans. »« Tu dois accepter, » dit Béatrice sans hésitation. « C'est l'opportunité que tu mérites. »« Mais et toi ? Et notre projet conjoint pour la Fondation ?» Béatrice sourit, touchant doucement le bras de son amie. « Julie, tu te souviens quand ? Nous nous sommes rencontrés. Tu étais réceptionniste et dessinais des logos en cachette pendant les pauses. Maintenant, l'UNESCO veut ton talent. Certaines opportunités sont des fenêtres qui ne s'ouvrent qu'une fois. Tu dois passer par celle-ci. » Il y avait une sagesse tranquille dans les mots de Béatrice, comme si elle parlait non seulement pour son amie, mais aussi pour elle-même. Ce soir-là, en retournant à l'appartement, elle trouva Raphaël sur la terrasse, contemplant l'horizon de Paris avec un verre de vin. Ces derniers mois, il avait développé l'habitude de l'attendre, même quand des réunions tardives le retenaient au bureau. Il y avait toujours un plat couvert dans le four, une bouteille de vin ouverte respirant, petit geste qui construisait une routine confortable. « Comment va Madame Thérèse ?» demanda-t-il, servant un verre pour elle. « Elle s'améliore chaque jour, » répondit Béatrice, acceptant le vin et se joignant à lui dans la contemplation de la ville. « Le médecin parle de sortie définitive dans 2 semaines. » Raphaël acquiesça, absorbant l'information. « C'est excellent. Nous pourrions adapter la chambre d'amis de l'autre côté du couloir pour elle, si vous préférez la voir plus près. Ou peut-être l'appartement à l'étage en dessous qui est vacant. Cela lui donnerait de l'intimité, mais elle serait proche pour les soins. » La facilité avec laquelle il incorporait sa mère dans les plans futurs prit Béatrice par surprise. C'était l'un des nombreux moments où l'accord original semblait un souvenir lointain, remplacé par quelque chose de beaucoup plus organique et naturel. « Julie a reçu une proposition de l'UNESCO, » commenta-t-elle, changeant de sujet, « pour implémenter son projet de design éducatif dans 5 pays. »« J'ai vu son projet, » répondit Raphaël avec un respect authentique. « C'est révolutionnaire dans l'approche visuelle de concepts complexes. L'intérêt international ne me surprend pas. Elle devra déménager à Nice. » Raphaël l'observa attentivement. « Et cela t'attriste. » Ce n'était pas une question, mais une observation précise de la mélancolie subtile dans sa voix. Durant les mois de cohabitation, ils avaient développé une capacité presque intuitive à lire les états émotionnels l'un de l'autre. « Elle va me manquer, » admit Béatrice. « Mais surtout, je suis fier. Julie a trouvé sa voie, son but. »« Comme tu as trouvé le tien à la Fondation, » observa Raphaël. C'était vrai. Ces derniers mois, Béatrice avait progressivement assumé un rôle de plus en plus significatif dans la Fondation Céline de la Croix. Elle avait commencé comme consultante informelle, offrant des perspectives sur les besoins réels des communautés servies, mais son intelligence analytique et sa formation en anthropologie l'avaient rapidement rendue indispensable. Maintenant, elle coordonnait officiellement le programme d'inclusion numérique pour les femmes des quartiers défavorisés, transformant des vies avec la même détermination silencieuse qui l'avait toujours caractérisée. « Raphaël, » dit Béatrice, après un moment de silence confortable, « nous devons parler de l'avenir. » Il la regarda, le visage soudainement sérieux. « Le contrat. » « Oui,
Le délai original se termine dans 3 semaines. Le contrat qu'ils avaient signé stipulait 1 an de mariage, temps suffisant pour garantir la validation du testament et la sécurité du contrôle actionnarial. L'accord incluait une clause de réévaluation à la fin de cette période, avec l'option d'un divorce à l'amiable et une compensation financière adéquate pour Béatrice. « Que souhaitez-vous, Béa ?» demanda Raphaël, utilisant le surnom qui était devenu naturel sur ses lèvres. La question était simple, mais la réponse infiniment complexe. Que souhaitait-elle? Continuer dans la vie confortable qu'ils avaient reconstruite ensemble? Retourner à l'indépendance totale qu'elle avait toujours valorisée? Comment séparer ce qui était né comme nécessité pratique de ce qu'elle ressentait maintenant comme choix émotionnels? « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Beaucoup de choses ont changé depuis que nous avons signé ce papier. » Raphaël acquiesça compréhensif. « Pour moi aussi. » Plus de mots planaient entre eux, non dits mais présents comme le parfum des jasmins que Béatrice cultivait sur la terrasse. Des sentiments qui avaient grandi organiquement, transcendant l'accord original, mais qu'aucun des deux ne savait exactement comment nommer ou aborder. « J'ai une proposition, » dit finalement Raphaël. « La Fondation étend son action internationale. Nous démarrons un projet pilote en partenariat avec ONU Femmes pour répliquer notre modèle de formation technologique dans des pays d'Amérique latine. Nous avons besoin de quelqu'un pour coordonner l'implémentation depuis le bureau de Genève, en Suisse. » Béatrice leva les sourcils, surprise. « Et vous m'offrez cette position ?»« Je ne l'offre pas, » corrigea Raphaël. « Le conseil de la Fondation a voté unanimement pour vous, basé exclusivement sur votre performance ces 6 derniers mois. Je me suis abstenu justement pour éviter toute apparence de favoritisme. »« Genève, » répéta Béatrice, absorbant l'ampleur de l'opportunité. « Quand ?»« Comment serait-ce ?»« Dans 1 mois. Contrat initial de 2 ans avec possibilité d'extension. » L'implication était claire. Après la fin du contrat matrimonial, Béatrice aurait une opportunité professionnelle légitime et prestigieuse, complètement séparée de Raphaël et de la dynamique qu'ils avaient établie. Une chance de recommencer. Selon ses propres termes, avec une indépendance totale. « C'est une opportunité extraordinaire », commenta-t-elle, des émotions conflictuelles dans sa poitrine. Fierté pour la reconnaissance professionnelle, excitation pour la perspective internationale, mais aussi une pointe inattendue de tristesse pour la séparation implicite. « Vous la méritez, » répondit Raphaël simplement. « Votre vision a transformé l'approche de la Fondation. Vous avez apporté de l'humanité à des programmes qui étaient auparavant efficaces, mais impersonnels. »« Je dois réfléchir, » dit finalement Béatrice. « Il y a ma mère à considérer et nous, » compléta Raphaël, verbalisant ce que tous deux évitaient. Béatrice le regarda, cherchant des mots pour exprimer la complexité de ce qu'elle ressentait. Comment expliquer que ce qui avait commencé comme un accord commercial froid s'était transformé en un partenariat qu'elle valorisait profondément? Comment admettre que la perspective de retourner à la vie antérieure, même avec indépendance et reconnaissance professionnelle, semblait maintenant étrangement vide? « Oui, » répondit-elle simplement. « Nous. » Raphaël fit un pas vers elle, diminuant la distance physique qu'il maintenait toujours soigneusement. « Béa, indépendamment de ce que vous déciderez concernant Genève, je veux que vous sachiez que les derniers mois ont changé ma vie de façon que je n'aurais jamais imaginé possible. » La vulnérabilité dans sa voix, si rare chez l'homme, toujours contrôlée, toucha Béatrice profondément. « Pour moi aussi, » admit-elle. « Mais j'ai peur de confondre gratitude avec d'autres sentiments. »« Je comprends cette peur, » répondit-il. « Je la ressens aussi. C'est pourquoi l'opportunité à Genève est importante. Elle vous donne un choix complètement libre, sans pression, ni obligation. » Son téléphone vibra, interrompant le moment. C'était un message de l'hôpital, rien de grave, juste un rappel concernant le rendez-vous de Madame Thérèse le lendemain, mais suffisant pour briser l'intensité de la conversation. « Nous devons dormir, » dit Béatrice, reculant d'un pas. « Demain sera une longue journée. » Raphaël acquiesça, respectant comme toujours son espace. « Bonne nuit, Béa. »« Bonne nuit, Raphaël. » Dans les jours qui suivirent, Béatrice réfléchit profondément à la décision qu'elle devait prendre. Elle visita l'espace de la Fondation à Paris, discuta longuement avec sa mère, marcha seule dans les rues de la ville qui avait toujours été son foyer, cherchant de la clarté. Une semaine avant la fin officielle du contrat, elle prit sa décision.
L'opportunité à Genève représentait tout ce qu'elle avait toujours valorisé: indépendance, reconnaissance professionnelle, chance d'impact global. Sa mère, maintenant rétablie, pourrait l'accompagner ou rester en France dans des conditions confortables. C'était le choix logique, le chemin que l'ancienne Béatrice, la femme pratique et objective qui avait proposé l'accord original, aurait certainement pris sans hésitation. Elle communiqua sa décision formellement au conseil de la Fondation et commença les préparatifs pour le déménagement international. Raphaël, en apprenant son choix, offrit un soutien logistique complet, mais maintint une distance émotionnelle soignée, comme s'il comprenait que c'était un moment où elle avait besoin d'agir complètement selon ses propres convictions. La Siwa. Veille de son départ pour Genève, après une petite cérémonie d'adieu à la Fondation, Béatrice retourna à l'appartement pour finaliser ses bagages. Elle le trouva vide. Raphaël était dans une réunion importante hors de la ville et ne reviendrait que tard dans la nuit. Sur la table du salon, elle trouva une enveloppe avec son nom écrit dans la calligraphie élégante et précise qu'elle connaissait bien. À l'intérieur, non pas un chèque ou des documents légaux comme elle s'y attendait peut-être, mais une lettre manuscrite. Béa, quand tu as proposé notre accord il y a 1 an, tu pensais offrir une solution pratique à mon problème. Ce que je n'ai pas réalisé alors, ce qu'aucun de nous ne pouvait prévoir, c'est que tu offrais en réalité bien plus. Une chance de redécouvrir l'humanité dans un monde que j'avais réduit à des chiffres et des stratégies. Durant les mois que nous avons passés ensemble, j'ai appris davantage sur la connexion authentique que durant toute ma vie antérieure. J'ai appris que la vraie force ne réside pas dans le contrôle ou le pouvoir, mais dans la vulnérabilité courageuse que tu démontres quotidiennement. J'ai appris que l'intelligence sans empathie est vide et que le succès sans but n'est qu'une distraction élaborée de la solitude. Tu mérites l'opportunité à Genève. Tu mérites la reconnaissance pour ton brillant esprit, ta vision, ta capacité unique à transformer des idées en impact réel. Le monde a besoin de ce que tu as à offrir, et ce serait égoïste de ma part de vouloir te maintenir dans une vie moins vaste que ton potentiel. Notre contrat se termine officiellement demain. Comme convenu, toutes les dispositions financières ont été mises en œuvre, ton indépendance économique est garantie ainsi que le bien-être continu de ta mère. Légalement, nous sommes quittes, mais il y a quelque chose qu'aucun contrat ne pouvait prévoir ou réglementer. Le fait qu'au cours de cette année, je suis tombé amoureux de la femme extraordinaire que tu es. Non pas pour la commodité, non pas pour la solution que tu représentais, mais pour ton esprit brillant, ton cœur courageux, ton intégrité inébranlable. Je n'écris pas ceci comme une tentative d'influencer ta décision ou de créer des obligations émotionnelles. J'écris simplement parce que tu mérites de connaître la vérité avant de partir. Ce qui a commencé comme un accord commercial s'est transformé, pour moi, en la connexion la plus authentique que j'ai jamais expérimentée. Si ton chemin est vraiment Genève, et il y a d'excellentes raisons pour qu'il le soit, je partirai, le cœur lourd mais profondément reconnaissant pour le temps partagé. Si, d'autre part, il y a de la place dans tes projets pour explorer ce que nous avons construit ensemble, sans contrat ni obligation, simplement comme 2 personnes choisissant librement de partager leur vie, je t'attendrai. Quelle que soit ta décision, sache que tu as transformé ma vie pour toujours. Avec admiration et affection, Raphaël. Béatrice lut la lettre 3 fois, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Des mots qui exprimaient exactement ce qu'elle-même ressentait, mais n'avait pas réussi à articuler. La transformation graduelle d'un accord pratique en une connexion profonde et authentique. Elle passa la nuit éveillée, réfléchissant sur sa vie, ses choix, les chemins qui l'avaient amenée jusqu'ici. Le lendemain matin, avec les valises prêtes à côté de la porte, elle prit sa décision finale. Elle laissa une enveloppe sur la table, non pas une réponse à la lettre de Raphaël, mais quelque chose de bien plus significatif. 3 semaines plus tard, le salon principal du siège européen de l'ONU à Genève était plein pour la cérémonie de lancement du programme international de la Fondation Céline Delacroix. Des représentants de gouvernements, d'organisations non gouvernementales et d'entreprises technologiques attendaient la présentation de la coordinatrice qui implémenterait l'ambitieux projet d'inclusion numérique pour les femmes en situation
de vulnérabilité. Béatrice Moreau monta sur scène avec la même dignité sereine qui l'avait toujours caractérisée, maintenant amplifiée par la confiance de quelqu'un qui a trouvé sa vraie place dans le monde. Elle portait un tailleur bleu marine simple mais élégant, le petit collier de jadéite, sa seule concession à la sentimentalité, brillant discrètement à son cou. C'est avec un immense honneur que je commence aujourd'hui ce voyage transformateur, commença-t-elle, sa voix claire captivant immédiatement l'attention de l'audience internationale. Ce que nous avons commencé comme un projet local dans des communautés françaises a maintenant l'opportunité d'impacter des vies à l'échelle mondiale. Pendant 30 minutes, elle présenta avec brio la vision, la méthodologie et les objectifs du programme. Elle parla de dignité, d'autonomisation économique et du potentiel révolutionnaire de la technologie quand elle est accessible à tous. Sa présentation combinait des données précises avec des histoires humaines touchantes, exactement l'approche qui avait transformé la Fondation Céline sous son influence. À la fin, tandis que l'audience applaudissait debout, Béatrice remarqua un mouvement discret au fond de l'auditorium. Une silhouette familière entrait, silencieusement, se positionnant contre le mur, Raphaël avec le même regard d'admiration qu'il réservait pour ses moments de brillance privée, maintenant témoin de son triomphe public. Avant de conclure, dit Béatrice, reprenant le microphone. Après les applaudissements, j'aimerais souligner que ce projet ne serait pas possible sans la vision de la Fondation Céline Delacroix et son engagement envers une transformation sociale authentique, et spécialement sans le leadership de Certenet, quelqu'un qui m'a appris que le vrai pouvoir réside dans l'élévation des autres, non dans leur contrôle. Ses yeux rencontrèrent ceux de Raphaël au fond de la salle, un regard chargé de significations partagées, d'histoires communes, de choix conscients. Pour cela, j'aimerais inviter sur scène le président de la Fondation et PDG de Delacroix Tech, Raphaël Delacroix, pour quelques mots. L'audience applaudit à nouveau tandis que Raphaël marchait vers la scène. En passant près de Béatrice, leurs doigts se touchèrent brièvement. Un geste petit, mais chargé d'intimité. « Merci, docteur Moreau, dit-il, prenant le microphone avec la confiance caractéristique, mais une chaleur nouvelle dans sa voix. C'est inspirant de voir ce projet gagner une dimension internationale sous votre leadership exceptionnel. » Tandis que Raphaël parlait de l'engagement continu de la Fondation, Béatrice observait l'homme qu'elle avait connu comme un PDG froid et distant, transformé par le voyage qu'ils avaient à partager. L'homme qui, 3 semaines auparavant, avait trouvé sur sa table non pas une lettre d'adieu, mais les documents de transfert de son appartement à Genève, modifiés pour inclure 2 occupants, pas un. L'homme qui, en la rejoignant à l'aéroport de Genève quelques jours plus tard, n'apportait qu'une petite valise et la simple question « Tu es sûr ?» À quoi elle avait répondu avec une égale simplicité « Je n'ai jamais été aussi sûr d'un choix de toute ma vie. » À la fin de la cérémonie, alors qu'il conversait avec des diplomates et des représentants d'organisations partenaires, Julie, maintenant directrice de design éducatif à la Fondation, s'approcha discrètement. « Vous êtes impressionnants ensemble », commenta-t-elle avec un sourire complice. « Qui l'aurait cru, hein, du local de nettoyage à l'ONU ?» Béatrice sourit, observant Raphaël de l'autre côté de la salle. « La vie suit rarement des contrats prédéterminés, Julie. Parfois, les détours les plus inattendus nous mènent exactement là où nous devrions être. » Plus tard, marchant le long des rives du lac Léman, Raphaël et Béatrice contemplaient le reflet des montagnes dans les eaux cristallines. Plus PDG et employés, plus milliardaires et femmes en nécessité, plus contractants et contractés, simplement un homme et une femme qui avaient choisi librement de construire une vie partagée. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» demanda Raphaël, entrelaçant ses doigts aux siens. « Comment quelque chose qui a commencé si calculé, si rationnel, pourrait évoluer vers quelque chose de si réel ?» compléta Béatrice. « Exactement, réel. » Béatrice sourit, pensant au voyage improbable qui les avait amenés jusque-là. De la proposition pratique dans une librairie du centre de Paris, au partenariat authentique sur les rives d'un lac suisse, du contrat signé dans une mairie au choix libre, fait avec le cœur. Peut-être parce que, au fond, ce que nous cherchons dans les contrats n'est qu'une tentative d'organiser le chaos de la vie, réfléchit-elle. Mais la vraie vie se passe dans les marges, dans les espaces non réglementés, dans les possibilités qu'aucun document ne peut prévoir.
Raphaël l'attira doucement plus près, le parfum familier de jasmin dans ses cheveux apportant la sensation de foyer, même à des milliers de kilomètres d'où ils avaient commencé. « Alors, Madame Moreau-Delacroix, où allons-nous maintenant » demanda-t-il, utilisant le nom composé qu'elle avait finalement accepté, non comme soumission aux conventions, mais comme symbole de l'union de mondes apparemment incompatibles. Béatrice regarda vers l'horizon, où le soleil commençait à se coucher sur les montagnes alpines, peignant le ciel avec des tons d'orange et de rose qui rivalisaient avec les plus beaux crépuscules parisiens. « Vers l'avenir que nous choisirons de construire », répondit-elle simplement, « ensemble. » Et ainsi, tandis que les lumières de Genève commençaient à ponctuer la ville historique, deux Français qui avaient traversé des océans, géographiques et émotionnels, marchaient côte à côte, leurs pas synchronisés non par obligation ou nécessité, mais par le choix conscient de deux personnes qui avaient découvert, dans la plus inattendue des rencontres, que l'amour véritable n'est pas un accident du destin, mais une décision courageuse renouvelée chaque jour. Chers auditeurs, nous espérons que le voyage de Béatrice et Raphaël a touché vos cœurs. Pour continuer à explorer des histoires françaises, tout aussi émouvantes et captivantes, nous avons préparé une playlist spéciale que vous trouverez en cliquant sur le lien à gauche de l'écran. Si cette narration d'amour et de transformation a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser votre like et de partager vos pensées dans les commentaires. Quotidiennement, nous apportons de nouvelles histoires qui célèbrent la complexité de la vie et des relations humaines. Qu'avez-vous pensé du parcours de Béa, du ménage au leadership international ?